Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment des géants de l'industrie, avec des milliards en poche et les meilleurs cerveaux du monde, peuvent-ils lancer des produits qui se plantent complètement? Eh bien aujourd'hui, on va justement disséquer ça. On va plonger dans l'anatomie de l'échec pour voir ensemble quels sont les pièges cachés de l'innovation. Alors voilà le programme du jour. D'abord, on va faire un petit tour dans ce que j'appelle le cimetière de l'innovation. Ensuite, on va se pencher sur les raisons. Pourquoi on oublie le client? Comment un simple bug informatique peut tout faire planter? Et comment, paradoxalement, le succès peut mener à la catastrophe? Et bien sûr, on finira par voir comment éviter tout ça. C'est parti. Première étape, le cimetière de l'innovation. Et avant même de chercher qui a fait quoi, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, l'ampleur du problème. Parce que oui, l'échec, c'est incroyablement courant et ça coûte une fortune. Regardez-moi ce chiffre, 95%. C'est juste énorme. Ça veut dire que sur 20 nouveaux produits qui arrivent sur le marché, 19 vont échouer. C'est fou quand on y pense, non? Toute cette énergie, tout ce temps, tout cet argent pour un taux de réussite de 5% à peine. Et le coût est tout aussi vertigineux. Chaque année, juste aux États-Unis, les bugs logiciels coûtent plus de 2000 milliards de dollars. Pour se faire une idée, c'est plus que le PIB de la plupart des pays du monde. Et attention, on ne parle pas juste du coût des réparations, non. Ça inclut aussi la productivité perdue, les opportunités ratées et bien sûr les dégâts sur la réputation. Ce qui nous amène à la question essentielle finalement. Comment est-ce possible? Comment des boîtes aussi énormes, aussi intelligentes, peuvent-elles se tromper aussi souvent et à ce point? C'est ce qu'on va voir tout de suite, en commençant par l'erreur la plus classique de toutes. Alors, deuxième point, l'oubli du client. C'est sans doute la catégorie d'échecs la plus ironique aujourd'hui, à l'ère du big data. On a des tonnes et des tonnes de données et pourtant, on arrive encore à passer complètement à côté de ce que les gens veulent. C'est un comble. Et pour se rater, il y a plusieurs manières, tout aussi efficaces les unes que les autres. On peut arriver au mauvais moment, bonjour Kibi, lancé juste quand tout le monde était coincé à la maison. On peut se tromper sur le prix, coucou l'Amazon Fire Phone, ou alors le grand classique, on peut essayer de résoudre un problème que personne n'a. On se souvient tous du fameux presse-agrumes Juicero, n'est-ce pas? L'exemple du Segway est juste parfait pour illustrer ça. Technologiquement, c'était une pure merveille, une vraie prouesse. Le problème, à 5000 $, c'était lourd, pas pratique en ville, et au final, ça ne servait pas à grand-chose pour le commun des mortels. Ils se sont concentrés sur l'innovation technologique et pas sur l'innovation de valeur. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? Les trottinettes électriques. Simples, légères, pas chères et super pratiques. Le match était plié. Ah, et puis il y a le New Coke, un cas d'école. Coca-Cola fait une des plus grandes études de marché de tous les temps. Les tests à l'aveugle sont formels. Les gens préfèrent le nouveau goût. On se dit gagner. Sauf que ils ont raté un truc énorme, pas rationnel du tout, mais purement émotionnel. Comme le dit bien cette phrase, en choisissant le nouveau Coke, les gens avaient l'impression de trahir l'ancien, le vrai Coca-Cola. Ils ne votaient pas juste pour une boisson, ils votaient contre un symbole. Ok, on a vu les erreurs de marché. Maintenant, on change complètement de registre pour s'attaquer à une autre source de désastre, le code qui a tout fait planter. Là, on ne parle plus de stratégie, mais de toutes petites erreurs techniques, avec des conséquences monstrueuses. Et là, les exemples font froid dans le dos. Mariner 1 en 1962, un simple trait d'union oublié dans le code. Et hop, 169 millions de dollars partis en fumée. Le Mars Climate Orbiter, une bête erreur de conversion entre les mètres et les pieds, et adieu la sonde à 320 millions. C'est quand même dingue. Ça montre à quel point ces systèmes sont fragiles. Un détail minuscule, une erreur d'inattention et tout explose. C'est le cauchemar absolu. Le vol d'Ariane 5, c'est vraiment le cas d'école parfait. Imaginez la scène. 0 secondes, décollage, c'est magnifique. 20 secondes, tout est parfait. La fusée prend de la vitesse. Et là, 36 secondes. À peine 36 secondes après le décollage, la fusée s'auto-détruit. 370 millions de dollars, pulvérisés en une fraction de seconde. Et la cause de tout ça? Un moteur qui explose? Un problème de structure? Non, rien de tout ça. La cause, c'est une seule et unique erreur de conversion de données. En gros, le logiciel a essayé de faire rentrer un très grand nombre dans une toute petite boîte. Ça n'a pas marché. C'est ça, le point crucial. Un détail technique, un bug qui aurait dû être évité, a causé une catastrophe à 370 millions de dollars. Bon, on a vu les erreurs de marché, les erreurs techniques, mais il y a une troisième cause d'échec, et c'est peut-être la plus tordue, la plus contre-intuitive de toutes. C'est quand les plus grandes forces d'une entreprise deviennent en fait ses pires faiblesses. Et ça a un nom, le paradoxe d'Icare.
On connaît tous l'histoire, non? Icare, les ailes en cire, il est tellement content de pouvoir voler qu'il s'approche trop près du soleil, et paf, la cire fond, il tombe. Eh bien pour les entreprises, c'est exactement la même chose. Elles sont tellement grisées par ce qui a fait leur succès qu'elles continuent encore et encore, jusqu'au moment où le monde a changé et où leur super pouvoir devient leur talon d'Achille. Quelques exemples pour que ce soit bien clair. Prenez Xerox. Ils étaient obsédés par leur rival IBM sur le marché des photocopieurs. Tellement obsédés qu'ils n'ont pas vu arriver l'ordinateur personnel, une technologie qu'ils avaient pourtant inventée chez eux. Ou Firestone, les rois du pneu traditionnel. Ils avaient tellement optimisé leur production qu'ils ont été incapables de passer au pneu radial, qui était bien meilleur. À chaque fois, c'est la même histoire. Une force qui se transforme en rigidité mortelle. Ok, maintenant qu'on a bien disséqué toutes ces histoires d'échecs, la question qui se pose est évidente. Comment on fait pour ne pas tomber? C'est le moment de parler prévention et solution. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ce n'est pas une fatalité. Vraiment. La plupart de ces échecs ne sont pas le fruit du hasard ou de la malchance, non. C'est souvent le résultat d'un manque de processus, d'un manque de rigueur. Et ça veut dire qu'avec les bonnes méthodes, on peut tout à fait éviter le pire. Une des meilleures armes pour ça, c'est un processus de développement bien structuré. Pensez-y comme une série de checkpoints. Avant de passer à l'étape suivante, on s'arrête et on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'il y a un vrai marché pour ça? Est-ce que notre idée tient la route? Est-ce qu'on répond à un vrai besoin? Ça force à rester lucide et à ne pas s'emballer pour rien. Donc, pour résumer, la défense idéale, c'est une combinaison de 3 choses. D'abord, un processus en béton, pour être sûr qu'on ne se trompe pas de marché. Ensuite, des outils modernes pour chasser les bugs informatiques avant qu'ils ne fassent des dégâts. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, une culture d'entreprise qui encourage à douter, à poser des questions, à ne jamais se reposer sur ses lauriers. C'est ça le meilleur antidote au paradoxe d'Icare. Et ça nous amène à une dernière petite question pour la route. Avec tout ce qu'on vient de voir, si on regarde les géants d'aujourd'hui, laquelle, d'après vous, commence déjà à montrer des signes du paradoxe d'Icare? Laquelle vole un peu trop près du soleil, peut-être un peu trop sûre d'elle? Je vous laisse y réfléchir.